Minister Bonnardel presented his new Bill 50, aiming to promote resilience to disasters. This bill, which closely resembles the Public Health Act, will grant exceptional powers to the government during a natural disaster and will be renewable every 10 days. The question arises, are we on the verge of coveting a new future climate lockdown? On va donner un pouvoir au ministre de désigner des organisations qui vont supporter dans le cadre de sinistres les municipalités. C'est d'être capable de répondre plus fortement à de futurs sinistres, inondations, feux de forêt additionnels. On va modifier, améliorer l'état d'urgence local du côté des municipalités. On s'est rendu compte que l'état d'urgence qui devait être renouvelé aux 5 jours, ça devenait ridicule. Ça devenait ridicule aussi, parce qu'on l'a vu jusqu'à 50 fois, de donner une autorisation ministérielle à chaque fois. Et si on doit appeler l'état d'urgence national pour une situation forte, une situation de feu de forêt, d'inondation majeure, bien oui, on pourra donner ce pouvoir donc au gouvernement d'avoir un état d'urgence similaire à l'état d'urgence sanitaire que vous avez connu. Là. During the lockdown, the Public Health Act allowed for the implementation of highly restrictive measures. The curfew, for example, which had no justifiable scientific evidence for its use and violated the constitutional rights of Quebecers, was nonetheless recently justified by the Quebec court. If the justice system is unable to distinguish between issues and another law that could be dangerous for democratic health is introduced, then what does the future hold for us? Especially when we look at the loss of individual freedoms on a small scale with the restriction and regulations imposed by cities and municipalities to take action against climate change. These are the topics that Jérôme Blanchet-Gravel, editor-in-chief and president of the independent media Libre Media, addresses in his latest article titled The News Titan Around Freedoms in Quebec. Now, let's hear from him. La semaine dernière, on a été témoin de 3 événements, 3 développements symptomatiques d'une érosion des droits et libertés au Québec, dont je présente les 3 dans mon éditorial. Premièrement, on assiste à une normalisation, à une banalisation de l'état d'urgence. On le voit avec la nouvelle loi, le nouveau projet de loi du ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, qui veut créer un état d'exception similaire à l'état d'urgence sanitaire en cas de sinistre majeur, donc c'est-à-dire en cas d'inondation, de feux de forêt ou de glissement de terrain, enfin en cas de ce genre de phénomène naturel. Donc, de plus en plus, on voit qu'on est passé de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique et les gouvernements se donnent de nouveaux outils pour justifier graduellement la suspension de certaines libertés quand ils le souhaitent. Donc, c'est extrêmement dangereux. Autrefois, l'état d'urgence, c'est un outil juridique vraiment réservé à des situations extrêmes et exceptionnelles. Et de plus en plus, on voit qu'on utilise l'état d'urgence pour diverses situations. On l'a vu également durant la crise des camionneurs. Donc, l'invocation de ces mesures d'urgence pour faire face à des menaces qui sont nettement exagérées. Le deuxième point que je soulève dans mon article, c'est la tyrannie des ordres professionnels. La semaine dernière, vous avez sans doute vu à Rebel News que le Collège des médecins du Québec avait radié le docteur Lacroix 2 semaines simplement pour avoir critiqué publiquement les mesures sanitaires. Donc, on voit que de plus en plus, les ordres professionnels tendent à censurer leurs membres, à étendre leur emprise sur la société. Donc, c'est extrêmement néfaste, ce genre d'action-là. Le cas de Jordan Peterson aussi est très symptomatique de cette réalité. Vous savez, le Dr Peterson qui est en conflit avec l'Ordre des psychologues de l'Ontario, qui veut le soumettre à des séances de rééducation médiatique. Troisième point soulevé dans l'article, c'est le judiciaire qui de plus en plus se soumet aux politiques. La semaine dernière également, la Cour du Québec a tranché que le couvre-feu était justifié dans le contexte de la COVID-19. Donc, une décision qui est extrêmement troublante et qui est aveugle à toutes les récentes données qu'on a eues qui montraient que le couvre-feu n'était pas une mesure scientifique, mais une mesure politique. Donc, de plus en plus, malheureusement, on voit que certains juges tendent à être inféodés, à être soumis
au pouvoir politique. Donc, est-ce qu'un jour, un juge va trancher que il est justifié de suspendre des droits advenant une menace pour la santé publique d'ordre climatique, d'ordre écologique? C'est pas impossible. Ça dit, en gros, que si quelqu'un est soupçonné d'avoir causé un sinistre majeur, ou les policiers pourront rentrer chez... Je voulais savoir un peu... Là, ça rentre au criminel. Il faut avoir un mandat si on souhaite pénétrer à l'intérieur d'une maison et on soupçonne quoi que ce soit. Exemple, je ne veux pas aller trop loin dans cet exemple, mais le monsieur qui a été condamné ou qui va être condamné pour les feux de forêt à Chibougamau, là. C'est pour ça aussi, de l'autre côté, cette réserve, je parle de feux de forêt, mais il pourrait y avoir des inondations encore importantes comme 2017, comme 2019, comme l'année passée à Baie-Saint-Paul. Parce que ils sont dans une perspective idéologique, c'est-à-dire que le rapport aux catastrophes naturelles a changé. Autrefois, on savait que c'était des situations malheureuses avec lesquelles les sociétés humaines devaient composer. Donc, les désastres naturels, évidemment, remontent au début des temps. Mais de plus en plus, on voit que les catastrophes naturelles sont perçues comme des signes avant-coureurs de l'apocalypse écologique. Et plus que ça, non seulement les catastrophes naturelles sont perçues comme telles, mais chaque phénomène météo, en fait, aujourd'hui, est interprété comme le signe de la colère de Mère Nature, si on peut dire, de la déesse mère. Donc, on le voit, il y a de la pluie tel mois, c'est une pluie qui est anormale, il fait trop chaud, il fait trop froid. Donc, chaque phénomène météo aujourd'hui est considéré comme anormal et fait l'objet d'une attention qui est démesurée par rapport à son importance. Il y a vraiment cette perception des catastrophes naturelles comme un signe religieux, c'est-à-dire qu'on interprète religieusement en fait les phénomènes naturels, et les gouvernements occidentaux et celui du Québec sont vraiment sont plongés dans cet esprit idéologique. Donc c'est sûr que on ne s'attendra pas à soulever tous les éléments là, du dossier nécessairement. L'important, c'est d'aller de l'avant avec ce genre de perspective idéologique, si je peux dire. La Ville de Québec a décidé de bannir tout ce qui était combustion solide. On a également la Ville d'Outremont qui ne désire pas que les véhicules soient stationnés plus de 10 secondes avec le moteur en marche. Qu'est-ce qui se passe premièrement avec les villes? Et qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, de bannir en mois de février des foyers à combustible solide? C'est incroyable qu'on puisse... considérer que la qualité de l'air à Québec justifie ce genre de mesures, alors que la Ville de Québec est une ville de 600 000 habitants, c'est surréaliste, c'est incroyable. On est vraiment encore ici dans du contrôle social qui obéit à une logique purement idéologique. Je le répète, l'idéologie, donc c'est la part d'aveuglement. Là. Et c'est fascinant de voir que la Ville de Québec peut considérer qu'elle puisse faire une différence à l'échelle mondiale quand on regarde la pollution qui a été émise dans les pays du tiers-monde, en Inde, en Chine, en Amérique latine. C'est-à-dire que cette vision selon laquelle le Québec pourrait faire une différence à l'échelle mondiale en termes de pollution, malheureusement, elle est fausse. C'est bien de montrer l'exemple, de faire son effort personnel, mais le Québec ne fera pas malheureusement une différence à l'échelle mondiale en termes de pollution. Donc la décision aussi de la Ville d'Outremont de limiter à 10 secondes, je pense, là, les tuyaux d'échappement, là, quand on parle de moteur, c'est du contrôle social. On est dans une logique, c'est la suite logique du sanitarisme. Hein, donc c'est un ensemble de mesures qui viennent encadrer la société, qui viennent quadriller la société, encore une fois, pour assumer la présence de l'État, hein, de démontrer la présence de l'État, démontrer que oui, le citoyen doit se soumettre à un ensemble de règles, donc le réglementarisme, etc. Donc, je trouve que c'est une décision qui est surréaliste et qui montre que les élus pourraient être prêts, en fait, à déclencher l'urgence climatique. Ils sont tellement endoctrinés, si je peux dire, certains d'entre eux, qu'il y en a qui seraient prêts au Québec, au Canada, à déclencher l'urgence climatique. Là, je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Faut dire que ça l'aide pas quand on regarde les villes. La plupart des villes et des municipalités, ils ont des maires qui sont très... on pourrait les appeler des activistes climatiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais en fait, la gauche écologiste a bien compris que c'était à l'échelle municipale qu'elle pouvait transformer la société et faire ses expériences. Hein. Donc, la ville, c'est l'échelle qui permet à la gauche de faire de l'ingénierie sociale, hein, essentiellement. Donc, la gauche a très, très bien compris ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a un livre qui est très clair, là, qui a été écrit par un auteur québécois. Là, le titre m'échappe, mais c'est du genre « Pourquoi la gauche devrait investir la ville ». Là, donc, c'est un programme qui a été établi très, très clairement. Donc, les citoyens des villes comme Québec, comme Montréal, sont devenus un peu des rats de laboratoire
Ils servent à expérimenter un ensemble de mesures qui sont des fois proposées par le Forum économique mondial. Par exemple, quand on pense aux piétons. Donc là, il y a comme une mode entourant les piétons. Là. On a amené l'idée que les automobiles étaient dangereuses non seulement en raison de leurs émissions, mais parce qu'elles frappent des gens. Donc ça, c'est une idée qui a été, en passant, vraiment élaborée au Forum économique mondial. Là. Tout d'un coup, on aurait eu des centaines de milliers de piétons qui seraient happés par des automobiles, là, puis surtout des pick-up, puis des VUS, etc., évidemment, qui seraient encore plus dangereux que les automobiles de taille normale. Là. Donc, c'est des mesures de contrôle social qui obéissent à une logique idéologique qui est celle de la société de surveillance, celle qu'on décrit à Libre Média, etc. Donc, ça, je trouve ça très déplorable, mais aussi inquiétant pour les années à venir. La Cour du Québec a décidé que le couvre-feu, qui est une mesure de guerre et qui n'était pas justifiée par aucun détail, article scientifique, qu'il était justifié malgré que ça avait violé et enfreint des droits constitutionnels des Québécois. C'était justifié. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense que c'est injustifiable, en fait. Je trouve ça incroyable comme décision. C'est une décision qui, encore une fois, est complètement aveugle à toutes les récentes données qu'on a qui montrent que le couvre-feu n'était pas scientifique, mais politique. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre que le couvre-feu a vraiment un impact réel sur le désengorgement des urgences. D'ailleurs, on l'a vu, les urgences au Québec sont encore plus saturées durant la crise sanitaire. C'est absolument incroyable. On voit que le problème des urgences au Québec est structurel et qu'on a utilisé la crise sanitaire pour justifier toutes sortes d'abus de la part des gouvernements. C'est toujours le citoyen qui est au service du système et non l'inverse. Hein. C'est donc le Québécois qui, lui, doit se plier au système. Donc, c'est lui qui est au service du système. Le système, lui, ne le sert pas. Enfin, vous avez compris l'idée. Et c'est inquiétant parce que la Cour du Québec, dans cette décision-là, montre que... c'est-à-dire on doute de sa neutralité. On doute de l'impartialité du pouvoir judiciaire dans le traitement de la crise sanitaire, dans la gestion de la crise sanitaire. Donc, est-ce qu'un juge va pouvoir un jour décréter au Québec qu'il est justifié de suspendre des droits garantis par la Constitution parce qu'on fait face à une menace d'ordre écologique comme des feux de forêt ou des inondations? C'est pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible qu'on voit au Canada réinstaurer l'état d'urgence pour faire face à des situations, des catastrophes naturelles qui sont largement exagérées par les autorités. Pourquoi les Québécois ne se lèvent pas, ne font rien, ne s'opposent pas à ces projets de loi-là ou ne s'opposent pas à ces décisions de la Cour, mettons, du Québec? Bien, premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement indifférents maintenant à la chose publique, donc des gens qui ne s'intéressent plus à ce qui se passe dans la société, des gens qui sont repliés sur leur quotidien, qui sont repliés sur leur foyer. Donc, c'est un peu la vie au chalet. Donc, moi, je suis en retrait. Bon, il se passe des choses dans la société. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la raquette la fin de semaine. Ça c'est très, très fort au Québec. On s'entend. Deuxième élément, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, adhèrent à ce que fait le gouvernement. On l'a vu durant la crise sanitaire. Donc, si vous avez vu autant de gens embrasser les mesures sanitaires, vous pouvez vous imaginer qu'autant de gens vont embrasser des mesures écologiques. Donc, c'est la continuité, la suite logique du sanitarisme, ce à quoi on assiste. Donc, il y a des gens qui se sentent rassurés, qui sont anxieux et qui se sentent rassurés par le genre de mesures prises que prend le gouvernement. Au niveau sanitaire comme au niveau écologique. Troisième élément, c'est que je pense que les grands médias ne donnent pas aux citoyens les outils nécessaires pour comprendre la situation, comprendre l'évolution de la société. Donc, on le sait, les grands médias se complaisent dans les faits divers. C'est beaucoup chiens écrasés, des vaches égarées en Montérégie. Une vache qui aurait retrouvé le plaisir de vivre, je sais pas trop où. Là, on est dans des trucs assez incroyables. Les gens qui me connaissent savent que je partage beaucoup de ces grands enjeux. Donc, bref, il y a cette indifférence, il y a cette adhésion et il y a ces grands médias qui ne font pas leur travail. If you are not already subscribed for our Rebel News Plus, I invite you to go on our website. That is www.rebelnews.com. On this website, you can subscribe for our exclusive content. And remember that subscribing helps us with our journalism. Thanks for your support. Thanks for subscribing and share this video.